Merci de regarder Golf TV Africa et de nous suivre à l'instant même sur Golf FM Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Ma part des vérités de ce dimanche 19 mars 2017. Depuis quelques jours, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale le projet de loi portant modification de la Constitution. Et le débat sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a repris dans la République. De l'instauration du mandat unique à la modification des modes de désignation des membres de certaines institutions de la République, en passant par l'interdiction des manifestations et actes qui concourent au culte de la personnalité, l'initiative gouvernementale de réforme constitutionnelle donne matière à débattre, à réfléchir. Et c'est de ça qu'il est question dans l'émission Ma part des vérités de ce dimanche avec notre invité, Urbain Amegbedi. Il est le deuxième vice-président du parti Alternative Citoyenne. Urbain Amegbedi, bonjour. Bonjour, monsieur Odio. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Ma part des vérités. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur, ça fait un moment que je ne suis pas venu ici. Ça fait toujours plaisir de vous revoir sur le plateau de l'émission Ma part des vérités. Le gouvernement a joint l'acte à la parole. C'est sans surprise, en tout cas, que l'on constate que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de concrétiser sa volonté de réviser, de modifier la Constitution du 11 décembre 1990. Mais la première inquiétude exprimée par certains Béninois est liée à la procédure suivie. Des Béninois auraient souhaité que les modifications proposées soient discutées au sein du peuple avant que le projet de loi modifiant la Constitution ne soit transmis au Parlement. Ce n'est pas ce qui est fait. Pensez-vous que le processus tel que voulu par le gouvernement est de nature à rassurer tous les Béninois? Merci, monsieur Odio. Mais à la vérité, il faut reconnaître que cette analyse n'est pas totalement juste. Elle n'est pas juste, il faut être honnête. Le débat sur la révision de la Constitution avec le président Talon a commencé en août 2015. Le président Talon a été très clair. Il n'a pas caché. Il a fait une déclaration à Paris, vous y étiez, c'était devant vous, où il a dit « je vais instaurer le mandat unique ». Je vais rééquilibrer les pouvoirs. Il a fait 8 propositions. Vous vous en souvenez? Nous allons faire en sorte qu'il y ait un équilibre des pouvoirs entre les institutions, qu'il y ait un renforcement du pouvoir, des contre-pouvoirs, que le chef de l'État, l'exécutif, ne soit plus le seul pouvoir qui s'immisce dans les autres pouvoirs et qu'il y ait une promotion de l'investissement privé. Il a été clair, il a avancé ses idées et le débat s'est instauré depuis août 2015. Août 2015 à 2017, à mars 2017, on a quand même fait un bon bout de débat. Après août, pendant toute la campagne électorale, M. Patrice Talon s'est évertué à expliquer dans tous ses rassemblements, devant tous les publics qu'il a rencontrés, les propositions qu'il a eu à faire de réforme de la Constitution. Il l'a martelé, il a donné son contenu, il l'a présenté au peuple. Le peuple l'a choisi. À la suite de son élection, le président a mis en place une commission des experts, des politiques, une commission mixte, qui a travaillé sur les propositions du président, qui les a analysées et fait des observations et fait des recommandations au président. Le débat également en ce moment a eu lieu au sein des chapelles politiques, parce que les chapelles politiques ont envoyé des représentants dans ces commissions, que les juristes de haut niveau, les sociologues, les historiens, tout le monde a été représenté dans cette commission, même si par ailleurs, certaines catégories à l'époque s'étaient senties exclues. Le débat a eu lieu au sein de la commission et pendant que la commission travaillait, le débat avait lieu également dans le peuple, dans les médias. À la suite de cela, le président de la République a, avec son gouvernement, sur la base de toutes les recommandations, des observations, des débats, fait une proposition de test, de révision de la Constitution et a estimé que
la primeur de ce test revenait aux honorables députés avant tout autre débat. Ce qu'il a fait en envoyant le projet à l'Assemblée afin que les députés, les honorables députés aient la primeur de l'information. Ce qui n'empêche pas qu'à la suite de cet envoi, nous continuons pas à faire le débat et je suis ici pour que nous continuions pas à faire le débat. Vos chaînes sont ouvertes à tous les courants. Sur les radios, ce dimanche, plusieurs radios, le débat est en cours et le débat va se poursuivre jusqu'à l'adoption de ce test. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire que le chef de l'État s'est caché avec son gouvernement, qu'il ait rédigé un test et qu'il n'en ait pas discuté avec le peuple et qu'il l'ait envoyé au Parlement. Ce ne serait pas la vérité. Ce serait faire entorse à la vérité que de dire cela. Le débat sur la Constitution dans le peuple béninois a commencé avec M. Patrice Talon depuis août 2015 et s'est poursuivi incessamment jusqu'à aujourd'hui. Je crois que nous sommes à une phase du débat qui a eu lieu. Nous continuerons le débat. Je ne dis pas que le débat s'est arrêté. Nous continuons pas à le faire. Et nous continuerons le débat jusqu'à l'adoption du test. Donc, par rapport à cela, je ne peux pas dire à mon niveau que le débat n'est pas en cours ou n'a pas eu lieu. Alors, connaissant l'attachement des Béninois à leur constitution de 1990 et connaissant l'ultra-sensibilité de toute question touchant à la révision de cette constitution, n'aurait-il pas été judicieux pour le gouvernement quand finalement une version a été retenue pour ce qu'on peut appeler la constitution modifiée, d'en discuter avec les Béninois à travers des rencontres sur les terrains, des tournées, rencontrer les forces vives de la République pour des discussions, des échanges directs? C'est ce qui est en cours actuellement, mais je vous avais dit auparavant que si vous étiez député à l'Assemblée et que le gouvernement, le chef de l'État envoie le ministre dans votre circonscription expliquer le test de la Constitution à vos mandats, sans que vous ayez été informé de cela, vous ne serez pas offusqué? Ne serez-vous pas offusqué que vous, mandataires, ça dit que vous qui avez le mandat de représenter le peuple, que des ministres ou d'autres personnes, comme moi par exemple, que je sois envoyé dans votre circonscription en train d'expliquer un test aux populations pour demander leur avis, alors que vous, députés, vous n'ayez pas été informés? Je pense qu'il ne faut pas le faire. Il faut reconnaître à chacun ses prérogatives. Il est des prérogatives des députés d'être les premiers à décider s'il y aura révision ou pas de par leur faute. Il est donc normal qu'une fois que ce test a été parachevé, parce que c'est un test qui est en discussion depuis longtemps, qu'une fois qu'on a donné la forme et le fond à ce test et qu'on a un test définitif, que la priorité, les prérogatives soient reconnues aux honorables députés d'être les premiers à le savoir. Puis après, les débats sont en cours. Le chef de l'État, depuis l'envoi de ce test, rencontre au Palais de la République beaucoup de groupes. Les groupes politiques, les groupes syndicaux, les groupes sociaux avec qui il parle de la révision de la Constitution. Lui-même. C'est lui-même qui se met à parler de ça, à expliquer et à discuter avec les groupes politiques pour que les formes soient respectées et que ce qui revient à chacun de droit puisse lui revenir. Donc je ne pense pas qu'il faille dire, et ce serait une erreur, de prendre le projet, de finaliser le projet et d'aller faire la discussion du projet avec les populations. Mais et si les députés refusent après? Si on va discuter le test avec les populations, qu'on a l'accord des populations, les populations sont d'accord et on va au Parlement. Et les parlementaires disent, nous, on ne veut pas. On fait comment? Ça aurait été une erreur gravissime. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est ce qui doit se faire, sans empêcher le débat, sans empêcher qui que ce soit, quelque couche que ce soit, d'entrer dans le débat, de donner son opinion, et que ce débat puisse inspirer les députés, que ça puisse inspirer tout le monde au moment de prendre leurs décisions, qu'ils puissent savoir dans quel sens aller. Mais je pense que le contraire, tel que les gens le disent, c'est nous faire une petite polémique inutile que de dire
qu'il faut laisser les députés aller discuter avec le peuple, avoir l'accord du peuple pour se voir rejeté par les députés après. Ça aurait été une erreur stratégique que nous ne pouvons pas commettre. Alors, les Béninois sont intéressés aujourd'hui, curieux de savoir si les réformes envisagées par Patrice Talon au moment où il se proposait d'être candidat à l'élection présidentielle sont aujourd'hui en adéquation avec le contenu de le projet de loi constitutionnelle qui se trouve sur la table des parlementaires. Et pour cette raison, nous allons ensemble, avec votre permission, repartir à quelques mois en arrière, en août 2015 précisément, pour suivre un extrait de cette émission au cours de laquelle Patrice Talon avait déjà dévoilé ce qu'il envisageait comme réforme politique et institutionnelle au cas où les Béninois lui feraient confiance pour lui confier le destin de leur pays. Regardons. Pour remédier durablement aux maux qui minent notre pays, il urge d'opérer impérativement la réforme ci-après. Rééquilibrer les pouvoirs entre les différentes institutions et au sein même de chacune d'elles, de sorte à réduire les pouvoirs individuels et personnels. 2. Instaurer une réelle indépendance des institutions vis-à-vis du chef de l'État. 3. Instaurer une réelle indépendance des différents pouvoirs tels que la justice et la presse vis-à-vis du pouvoir exécutif. 4. Supprimer de notre modèle politique les facteurs qui incitent le président de la République à souhaiter l'affaiblissement des partis politiques et la soumission de leurs leaders, et qui, in fine, les conduisent à une gouvernance de clientélisme absolu au détriment des critères de compétence et de performance. 5. Mettre en place un financement public significatif au profit des partis politiques, de sorte à les inciter au regroupement et à permettre leur bon fonctionnement afin qu'ils assurent efficacement et dignement leur rôle. Réorganiser les structures de contrôle de l'administration de manière à garantir leur indépendance, condition sine qua non pour l'efficacité du contrôle. Mettre en place une politique de promotion effective de l'investissement privé, aussi bien dans les domaines d'intérêt général que particulier, de sorte à faire de l'État un levier permettant la mobilisation des financements nécessaires. Il s'agit de remettre l'État dans son rôle d'organisation, d'appui, de régulation et de contrôle. Pour dire les choses sans détour, il faudra supprimer l'implication et l'influence du président de la République dans la composition et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la HAC, ainsi que du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudra supprimer la possibilité de renouvellement du mandat du président de la République, c'est-à-dire instaurer le mandat unique pour ôter au pouvoir exécutif ce qui constitue son principal handicap pour une gouvernance performante. Il faudra rendre effectif le financement par l'État des partis politiques sans que cela ne dépende du bon vouloir du président de la République. Il faudra désormais qu'en la matière au Bénin, la biche puisse se fâcher avec la rivière.
Le prochain président de la République du Bénin devra, à son propre détriment, mais pour le bien du pays, opérer ces réformes politiques indispensables à une nouvelle dynamique dans notre pays. Patrice Talon, le 17 août 2015, nous sommes le 19 mars 2017. Urbain Amengbedi, premier élément, le rééquilibrage des pouvoirs entre les différentes institutions de la République. Dans ce qui est proposé aujourd'hui comme innovation dans notre Constitution, quels sont les points qui pour vous participent de ce rééquilibrage des pouvoirs entre les différentes institutions de l'État? Merci beaucoup. Je crois que lorsque l'on suit cette interview du candidat d'alors, de Patrice Talon, qui se proposait d'être candidat à la présidence le 17 août, et qu'on parcourt aujourd'hui le projet qui est proposé, on peut être quand même satisfait de dire que l'homme tient parole. On ne va pas parler de façon générale. Non, j'en viens oui. point par point. Oui. On peut quand même être satisfait de ce que l'homme tient parole. Ce qu'il a promis, il est en train de le faire. Parlant de rééquilibrage des pouvoirs, le premier qui me paraît très important à évoquer, c'est le fait que le président de la République ne participe plus au Conseil supérieur de la magistrature. On enlève le président de la République, sort du Conseil supérieur de la magistrature, donnant à la justice la plénitude de son indépendance. Désormais, la justice, le Conseil supérieur de la justice, de la magistrature, qui est l'instance suprême de la justice, sera dirigé par le président de la Cour suprême, lui-même élu par ses pairs, non plus désigné par le chef de l'État. Et donc, nous constatons donc une partie des pouvoirs judiciaires qui étaient dévolus au chef de l'État du fait qu'il est le patron, le président du Conseil supérieur de la magistrature, et donc il peut s'immiscer dans un autre pouvoir. Vous savez, la règle générale, c'est que les différents pouvoirs soient indépendants. C'est l'indépendance des différents pouvoirs, des 4 pouvoirs, si je peux ainsi m'exprimer. Alors, on n'a toujours pas compris, on ne comprenait toujours pas pourquoi le président de la République, qui est l'exécutif, peut interférer dans le judiciaire, qui est un autre pouvoir. Il y avait donc cette chose qui n'était pas bonne, cet alliage qui était un peu incestueux, qu'il fallait rééquilibrer, qui a amené le chef de l'État donc à le faire. Deuxième chose que je noterai, les autres pouvoirs, les autres contre-pouvoirs, à savoir la Cour suprême, la haute autorité de la communication, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la Cour constitutionnelle, qui sont les contre-pouvoirs au pouvoir exécutif. Le chef de l'État avait une main dedans, une main assez forte dedans. Aujourd'hui, avec la réforme que propose le test du président Patrice Talon, vous avez la Cour suprême où le président est élu par ses pairs. Ce n'est plus le président qui désigne. Vous avez la HAC qui est majoritairement composée par les journalistes et dont le président est élu par ses pairs au sein des journalistes. Vous avez la Cour constitutionnelle, qu'il vous souvienne que nous avons critiqué, nous avons trouvé l'exercice indécent que le chef de l'État désigna dans le passé 3 membres de la Cour constitutionnelle et que par ruse politique, il puisse se faire désigner 4 autres à l'Assemblée pour finalement avoir la plénitude des pouvoirs sur la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la désignation. Nous avons trouvé que les pères fondateurs de notre Constitution n'avaient pas imaginé que l'on puisse utiliser notre Constitution de cette manière pour que la Cour constitutionnelle, tous les 7 membres, puissent, à un moment donné, lorsque le chef de l'État arrive à avoir la main sur le bureau de l'Assemblée nationale, puisse les désigner. Aujourd'hui, avec ce qui est proposé, les magistrats désigneront leurs membres, les avocats désigneront leurs membres, les professeurs de droit et de sciences politiques désigneront leurs membres, et le chef de l'État ne désignera qu'un seul membre. Il m'apparaît à ce propos qu'il y a un certain nombre de pouvoirs que détenait l'exécutif qui lui sont aujourd'hui arrachés au profit des contre-pouvoirs qui se sentiront un peu plus renforcés, un peu plus indépendants dans leur action et dans leur fonctionnement. C'est donc une promesse tenue à ce niveau-là, qui est qu'il faut
faire un nouveau rééquilibrage des pouvoirs, de manière à ce que les contre-pouvoirs se sentent plus à l'aise. Alors là déjà vous évoquez le deuxième point, là où il a parlé de l'instauration d'une réelle indépendance de certaines institutions comme la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais en optant pour un mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle tel que ce qui est contenu dans le projet de loi qui se trouve au Parlement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer d'autres problèmes? Parce que là, le chef de l'État se trouverait totalement affaibli. Aujourd'hui, il est puissant, hyper puissant. On a voulu réduire sa puissance, mais on lui crée d'autres faiblesses vis-à-vis des institutions. Est-ce que cela ne va pas créer d'autres problèmes après? Non, je ne pense pas. Vous savez... C'est-à-dire que quand des membres de la Cour constitutionnelle n'auraient pas de compte à rendre au président de la République, on pourrait se retrouver dans une république des juges, non? Non, non, je ne crois pas. D'ailleurs, les membres de la Cour n'ont aucun compte à rendre au chef de l'État. C'est ça qui est même l'inceste. Il ne faut pas que les membres de la Cour constitutionnelle aient des comptes à rendre au chef de l'État. Ils ont des comptes à rendre au peuple. Ils doivent rendre la justice au nom du peuple. Rendre la justice au nom du peuple et non rendre la justice au nom du chef de l'État. Donc, il faut même cela. Ce n'est pas encore la réponse. Non, c'est-à-dire que dans la pratique à travers le monde, les conseils constitutionnels, les cours constitutionnels, quoique ce sont des institutions à vocation juridictionnelle, ont toujours quelque chose de politique. Et ça permet à un moment donné de faire l'équilibre dans le pays. Oui, c'est pour cela que dans la composition, il y a des personnalités qui seront probablement des personnalités politiques pour que nous ayons cette sensibilité. En France, vous avez au Conseil constitutionnel les anciens présidents qui sont des hommes politiques. Donc, il y a ça déjà. Je pense qu'il y a aussi, un ancien président de l'Assemblée nationale qui sera membre. Et donc, la sensibilité politique est déjà assurée à travers cette présence. Et je vous disais tout à l'heure qu'en France, cette sensibilité politique est assurée par les anciens présidents de la République qui sont d'office membres du Conseil constitutionnel, sauf si ils en décident autrement, comme Sarkozy a décidé de le faire. Alors aujourd'hui, il y a une crainte qui s'exprime. Les représentants des professeurs du droit de sciences politiques, les représentants de magistrats, d'avocats, ce sont des Béninois qui aussi ont des sensibilités politiques, ont des convictions politiques. Et on sait qu'à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas toujours le droit qui est dit. Il y a des moments où on tient compte des contextes politiques pour rendre des décisions. Est-ce que là, le président de la République n'a pas les mains totalement liées? Mais c'est ainsi vous savez, l'alliage de notre institutionnel de notre République est ainsi fait. Il n'est pas du rôle du chef de l'État de chercher à savoir ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Lui-même, il est soumis aux décisions de la Cour constitutionnelle. Et nous avons dit, les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Aucun recours ne peut être fait contre les décisions. Et s'impose à tout pouvoir, y compris au pouvoir du chef de l'État. De ce point de vue, nous devons donner, ce que le président essaye de faire aujourd'hui, c'est de donner toute indépendance à cette institution pour travailler. Pour travailler pour le bien-être du peuple, pour rendre la justice au nom du peuple, et non rendre la justice pour l'intérêt du chef de l'État. Comprenez quand même que c'est à son détriment. Il faut le féliciter parce qu'il aurait pu vouloir tirer profit de sa position aujourd'hui pour continuer à faire ce qui se faisait. Mais il a décidé de renforcer le pouvoir de la Cour constitutionnelle, des contre-pouvoirs, de manière à ce qu'il puisse rendre la justice. Mais au-delà de tout, M. Ojo, ils ne sont pas aussi indépendants que cela. Vous et moi, les experts, les étudiants, les autres juristes, nous critiquons quotidiennement les décisions de la Cour constitutionnelle. Nous sommes le rempart contre la dérive de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas pour autant que parce que le réel pouvoir, en réalité, remettre en cause les décisions qui sont prises par la Cour constitutionnelle. Le réel contre-pouvoir de la Cour constitutionnelle et des contre-pouvoirs, c'est le peuple d'abord, ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, institutionnellement, ne peut pas aller contre les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais nous, le peuple, nous pouvons critiquer. Le chef de l'État, vous ne le verrez jamais critiquer les décisions de la Cour constitutionnelle. La critique ne change pas la décision qui est rendue. Absolument. En tant qu'institution respectueuse des règles, il ne critiquera pas les décisions de la Cour constitutionnelle. Il les appliquera. Il ne les commentera même pas. Mais vous et moi, nous les commenterons. Nous les critiquerons.
Et à travers nos critiques, ils sont des Béninois, vous l'avez dit. Ils savent lire. Et il nous est arrivé qu'ils vous souviennent de cette décision. De 39 ans plus un jour. Nous l'avons attaqué, nous l'avons critiqué. Nous avons écrit là-dessus. Nous les avons ressaisis. Mais vous avez vu, ils sont sortis, ils ont dit que ce n'est pas cela. Comme pour vous dire que le réel contre-pouvoir, c'est le peuple, c'est vous et moi, c'est les intellectuels. Et nous faisons déjà ce rôle et nous devons l'accentuer davantage. Nous ne devons pas donner ce pouvoir-là au chef de l'État, au risque d'amener à la confusion des rôles. Et la confusion des rôles ne nous arrange point. Parce que en des moments difficiles, en des moments dangereux pour le peuple, il faudra compter sur cette indépendance de la Cour constitutionnelle. À des moments où il arriverait qu'un chef de l'État, qui lui vienne à l'esprit d'abuser de son pouvoir, d'utiliser les grosses prérogatives que la Constitution lui donne pour brimer, pour offenser, pour piétiner, il reviendra à la Cour constitutionnelle en toute indépendance de l'arrêter et de refuser cela. Et si la Cour ne le faisait pas, il nous reviendrait à nous, peuple, population, intellectuelle, de faire le travail et de manière à ce que la Cour sente qu'elle doit jouer sa partition dans l'équilibre des pouvoirs. Je ne crois pas, à mon avis, que c'est un danger pour le chef de l'État. Ce que nous devons faire en réalité, nous ne devons pas regarder le chef de l'État, nous devons regarder le bien-être de la population. Tout ce que nous faisons, c'est pour cela. Est-ce que c'est pour le bien-être du chef de l'État? Non. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population. Donc, au finish, la finalité de toute notre action, de notre constitution et de tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être et donc c'est pour les populations. C'est justement parce qu'il arrive des moments que l'on constate que la Cour constitutionnelle s'implique de façon insidieuse dans les rapports de force politique dans le pays, alors que ce n'est pas son rôle. La Cour constitutionnelle n'a pas à s'impliquer dans les affaires politiques. Elle est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Elle est là pour deux choses, essentiellement, deux ou trois choses. Assurer la régulation des pouvoirs entre les différentes institutions, dire si quelque chose est constitutionnel ou pas, est conforme ou non à la Constitution. D'ailleurs, vous allez voir dans la plupart de ces décisions, en dehors de ces dernières années où la Cour a innové beaucoup, elle avait l'habitude de dire est conforme ou non conforme. Et ça s'arrête là. Aujourd'hui, elle dit a méconnu la Constitution. C'est une nouvelle terminologie auquel nous sommes habitués aujourd'hui. Elle a encore dit dernièrement, ne peut pas être appliquée en l'état. Nous étions beaucoup plus habitués à être conforme et non conforme. C'est ce qu'on demande à la Cour constitutionnelle. On ne lui demande pas d'aller au-delà de ça et de s'impliquer dans les rapports politiques. Ce serait vraiment inapproprié de sa part d'aller dans ce sens. Alors, en voulant instaurer un peu partout l'élection comme mode de désignation, l'élection par leur père comme mode de désignation des présidents de certaines institutions, est-ce qu'il n'y a pas un risque de blocage? Est-ce que le risque de blocage ne va pas s'accroître lorsqu'on sait que tout ce qui est élection dans notre pays donne parfois lieu à des tergiversations? Il va arriver que la Cour suprême soit peut-être bloquée parce que ses membres ne se sont pas entendus sur la manière dont il faut faire l'élection, ou que, bon, quelqu'un est mal élu, il y aura des contestations. Ce n'est pas parce que ce sont des magistrats que ça ne va pas se passer. Parfois, il y a des intérêts. Bien entendu, vous avez raison. C'est pas parce que c'est des magistrats. Mais on a deux parades. On a deux choses. Dans l'échafaudage actuel, il y a peu de risques. J'ai entendu cela. J'ai entendu des gens qui disent l'élection, ça va amener à des campagnes, les gens vont se... Mais les gens oublient qu'à la Cour constitutionnelle, on lit le président depuis 1993. Il n'y a pas encore eu de problème, à ma connaissance. Elisabeth Pognon a été élue en 1993. En 1998, nous avons eu Mme Ouessou, n'est-ce pas, qui a été élue, et je pense réélue en 2003. Et puis nous avons eu Robert Dossou, et puis nous avons Théodore Olo. Ça se passe quand même bien à la Cour constitutionnelle. C'est une élection. Non, et donc, non, c'est une élection. J'en viens. Oui, parce que, avant que vous ne finissiez, parce que l'exemple de la Cour constitutionnelle n'est pas judicieux, parce que là, on sait que le politique
vous l'aviez dit vous-même tout à l'heure, qui a désigné presque tous les membres de la Cour constitutionnelle, aurait déjà donné des instructions à tous ceux qu'il a désignés pour dire c'est telle personne que je veux que vous élisiez comme président. Non, écoutez, parfois on dit, c'est vrai, c'est possible que le politique donne des instructions et que c'est pour ça que ça se passe bien, mais ça pourrait... Vous savez que les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles. Donc contester est un droit pour eux. Donc je ne vois pas ce qui peut empêcher quelqu'un s'il n'était pas d'accord de contester. Non, je ne crois pas. Je crois que ce qu'il faut dire, il y a les risques que vous avez évoqués. Par exemple, qu'il y ait blocage à la Cour suprême. S'il y a blocage, la Cour constitutionnelle débloque. Il y a déjà eu blocage à l'Assemblée nationale, si vous vous souvenez. Qu'à l'Assemblée nationale, le bureau provisoire, à plusieurs reprises, c'est déjà arrivé il y a quelques années, c'est déjà arrivé 2 fois, je ne vais pas, vous savez de quoi je parle, c'est déjà arrivé que le bureau provisoire traîne les pas ou refuse d'organiser l'élection. La Cour constitutionnelle a donné des injonctions et mis des délais pour dire, vous avez tel nombre d'heures pour faire l'élection, au-delà de ça, vous quittez. Il est déjà arrivé que les parlementaires ont traîné les pieds à prendre des décisions, surtout en matière électorale, qu'ils vous souviennent, lors de l'élaboration de la liste électorale permanente informatisée et de l'organisation des élections. La Cour constitutionnelle a pris des décisions enjoignant à l'Assemblée nationale ou au COSLEPI et fixant des délais d'avoir à agir ou à disparaître. Et donc, nous avons la Cour constitutionnelle qui est là pour réguler ces élections-là. Si ces élections ne se passent pas bien, la Cour, dans son pouvoir de régulation des institutions, imposera la marche à tenir. De manière à ce que les magistrats, s'ils ne s'entendent pas, ils seront obligés de s'entendre pour pouvoir désigner celui qui sera le président. À la HAC, ce sera pareil. Les journalistes peuvent ne pas s'entendre et commencent à se tirailler entre eux. La Cour est là et dans son rôle de régulation des institutions, aura le dernier mot pour dire ce qu'il faut faire. Donc, au fond, à la limite, ceux qui craignent qu'on va aller en campagne, il y aura des difficultés, ça va mener à ci ou ça, ils ont peut-être raison, mais nous avons la parade et nous l'avons déjà prouvé par le passé. Et si la Cour continue d'être indépendante, je crois qu'elle assurera son rôle et que les élections pourront finalement se passer à la HAC, à la Cour suprême, comme partout ailleurs, comme cela se doit. Je ne crois pas que c'est un gros risque. Déjà en 2015, en août précisément, Patrice Talon voyait déjà la possibilité de renouvellement du mandat pour le président de la République comme un principal handicap qu'il faut lui ôter parce que pour lui, c'est ça qui empêche le président de la République de mettre en place une gouvernance performante et désintéressée. Des mois sont passés, il est resté fidèle à sa conviction. Aujourd'hui encore, le débat se fait beaucoup autour de cette question parce que les gens font allusion à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui avait déjà délimité le champ de toute modification de la Constitution. Il y a des dispositions aujourd'hui qui sont pratiquement, qu'on peut considérer comme intouchables dans la Constitution. Alors, il y a ce que le président veut, il y a ce qui est possible. Non, oui, non, je ne suis pas du même avis que ceux qui pensent que... vous savez, il faut déjà reconnaître 2 choses. La première, c'est que au moins le président de la République est cohérent avec ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Il est quand même dommage, et j'ai entendu et lu beaucoup d'écrits d'intellectuels, d'autres personnes, de juristes de haut niveau, qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit. Ne pas être d'accord pour le mandat unique, c'est un droit, il faut le dire. Et nous les respectons. Mais dire à Patrice Talon de ne pas respecter son engagement, sa promesse, c'est pas normal. S'il le faisait, il serait le premier à dire, mais il a dit pendant la campagne, il veut faire mandat unique, il vient au pouvoir maintenant, il a trouvé les délices du pouvoir. Il ne veut plus faire le mandat unique, il veut faire le double mandat. Ils seront les premiers, les meilleurs critiques de cette attitude du président de la République, s'il lui venait à l'esprit de renoncer au mandat unique. Mais le monsieur reste droit dans ses bottes, fidèle à ses promesses, et décide d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a proposé. Et on le critique. Mais c'est leur droit de ne pas être d'accord, on ne dit pas non. Mais de demander à Patrice Talon de renoncer au mandat unique, c'est de le pousser à la faute.
Et le monsieur a compris cela, il ne veut pas aller à la faute. Il y croit, mais au-delà de ne pas se laisser pousser à la faute, il y croit. Et il a donné les raisons. Et c'est ça que vous évoquez. Ce qui empêche le président, il l'a expliqué, d'exercer pleinement son pouvoir, de pouvoir agir dans l'intérêt des populations. Parce qu'en réalité, la politique, le renouvellement du mandat, entre tellement le président de la République qu'il a les mains liées. Le président veut libérer l'espace public, il le fait aujourd'hui. En d'autres temps, un président qui veut, et avec les critiques aujourd'hui, dans la population, moi je viens du village, tout le monde nous dit « Ah, ce n'est pas bien et tout ça là ». Mais le président avance inexorablement parce qu'il sait que l'amélioration de notre cadre de vie est quelque chose d'indispensable pour le développement du pays. Mais pensez-vous que s'il avait comme objectif le renouvellement de son mandat, il pourrait continuer par le faire? Avec les critiques d'aujourd'hui, il aurait arrêté, décidé de reculer et de laisser les choses pourrir, ne serait-ce que pour lui, son intérêt de se voir renouveler son mandat. Mais aujourd'hui, il estime que le renouvellement du mandat ne doit pas être la priorité, mais le développement du pays doit prendre le pas sur les ambitions individuelles et personnelles des individus. Urbain Menguedi, aujourd'hui, le débat qui se fait, c'est plus autour de ce qui est constitutionnellement possible qu'autour de la volonté, du désir du président de la République. Ce qui c'est constitutionnellement possible, ce qui a été dit, et nous pourrons faire le débat avec les constitutionnalistes, les juristes, ce qui a été dit par la Cour constitutionnelle, c'est là où la Cour a fermé la porte, c'est cette envie et cette ambition que des présidents ou nos ex-présidents ont eu de penser qu'à travers la révision, ils pourraient s'octroyer un troisième mandat. C'est la lecture qu'il faut en faire. C'est la lecture qu'il faut en faire. C'est la lecture qu'il faut en faire. Qui peut le plus de cette décision de la Cour dont on parle oui. Ce que le peuple béninois a voulu à la conférence nationale, ce que le peuple béninois a voulu, c'est cet abus de pouvoir. Mais quand on décide de réduire, c'est-à-dire le mandat présidentiel, je ne crois pas que le peuple béninois a refusé de le faire. D'ailleurs, vous constaterez que cette proposition du président Talon fait déjà des émules en France. Aujourd'hui, le candidat Benoît Hamon propose un mandat unique de 7 ans. On nous a dit, oh, ça se fait nulle part, vous voulez le faire. Aujourd'hui, le candidat Benoît Hamon propose un mandat de 7 ans. François Fillon propose de faire un seul mandat. Alain Juppé a proposé dans sa campagne de faire un seul mandat. Donc, voyez-vous que ce n'est pas aussi idiot que cela. Voyez-vous que c'est bien réfléchi et que ce que nous voulons fondamentalement, c'est que le président de la République, lorsqu'il est élu et qu'il a un mandat, qu'il puisse s'occuper de son mandat, qu'il puisse travailler dans l'intérêt général et non travailler pour lui, pour sa réélection. Et ça, c'est un risque permanent que nous avons dans les doubles mandats. Et donc, vous voyez le président de la République, vous croyez qu'il ne lui prend pas l'envie de se dire, de s'éterniser au pouvoir? Mais résolument, il décide d'écourter son mandat, de faire le sacrifice, de faire en sorte que lorsque l'on est au pouvoir, on n'ait pas l'œil rivé sur la prochaine élection, mais qu'on ait l'œil rivé sur le développement. Ça peut faire mal. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais lorsque le peuple pleure, que le peuple souffre, et que derrière cette souffrance, et j'ai comme habitude de le comparer à la femme qui va accoucher, la femme qui va accoucher, elle souffre, elle pleure. Parfois, lorsqu'il vous est arrivé d'accompagner une femme, une parturiente qui va accoucher, vous l'entendez dire, plus jamais, elle le dit, parce qu'elle souffre tellement. Mais lorsqu'elle a fini d'accoucher, que vous lui remettez le bébé, reposez-lui la question, la même femme vous dira, je ferai encore un autre enfant. Parce que le bonheur qu'il y a derrière cette souffrance est un bonheur sublimal. C'est un bonheur sublime qui fait oublier rapidement la souffrance. Et c'est ce que nous espérons. Le travail qui se fait aujourd'hui, les résultats devront pouvoir permettre aux populations d'oublier très vite les souffrances d'aujourd'hui. Et lorsque l'on le fait, et qu'on n'a pas l'intention de renouveler son mandat, l'on ferme les yeux sur les souffrances, l'on sent les souffrances, on les ressent, on les partage. Mais on se dit, pour que ces bébés sortent, il faut bien faire cette césarienne.
Alors, le financement des partis politiques, en août 2015, Patrice Talon avait une idée en tout cas de ce qu'il faut opérer comme réforme pour faire en sorte que les leaders des partis politiques ne soient plus soumis à la volonté et au désir du président de la République. Pensez-vous que ce qui est proposé aujourd'hui est vraiment suffisant pour rendre les chefs de partis politiques vraiment indépendants vis-à-vis des velléités hégémoniques éventuelles d'un chef d'État? Vous savez, les chefs de parti, les partis politiques, bon, devraient remercier quand même Patrice Talon. Que ce soit un indépendant qui n'a pas de parti politique, qui aujourd'hui propose de renforcer les partis politiques par le financement. De renforcer l'ancrage des partis politiques par un financement, et cette fois-ci, un financement indépendant, qui ne dépend pas du bon vouloir du président et de l'inscrire dans la Constitution. Je crois que nous allons là vers un système normalisé. Nous nous sommes plaints, et nous tous nous plaignons que depuis le renouveau démocratique, aucun parti politique n'a réussi à faire élire un chef d'État. C'est une faiblesse. Il suffit de regarder à gauche et à droite, c'est-à-dire au Nigeria, au Ghana, qui nous entourent tout près ici, sans remonter au Burkina, au Niger. Ce sont les partis politiques et notre constitution, celle du 11 décembre 1990, la firme qui anime la vie politique. Mais comment se fait-il qu'au Bénin, les partis soient si faibles que ce soit des individus qui viennent les coiffer pour prendre la présidence de la République, et cela depuis 1990. Comment se fait-il que cela soit ainsi? Et il se fait qu'à l'analyse, les partis politiques sont divisés, sont multiples et ne sont pas de réels partis politiques parce qu'à la base, il y a un problème de financement qui affaiblit les partis politiques. Il y a même des individus qui, finalement, c'est eux qui sont l'alpha et l'oméga de leur propre parti. Et quand ils disparaissent, le parti aussi disparaît avec. Alors, que nous devrions avoir des institutions qui nous proposent les meilleures personnes de leur rang pour accéder à la magistrature suprême. Je rêve, moi, d'avoir un candidat à la présidence qui a été, c'est pas moi, chef de quartier, chef d'arrondissement, maire, député, ministre ou autre, qui a pu, dans sa vie politique, était secrétaire général de son parti, président, vice-président, organisateur, de manière à avoir été impliqué dans l'action politique, de manière à avoir une expérience politique à la base. Comme ça, nous pourrions avoir à la tête du pays un homme qui a les compétences techniques, qui a les compétences intellectuelles, mais qui a aussi la sensibilité politique, de manière à avoir quelque chose de tout complet qui permette que nous puissions aller harmonieusement vers le développement. Et cela, Patrice Talon le propose aujourd'hui dans la Constitution, de manière à ce que ça ne dépendra pas d'un chef d'État de dire « je ne vous finance pas ». Mais il accompagne cela d'un regroupement des partis politiques. Il ne suffira pas de dire « bon, moi et ma famille, nous nous sommes rassemblés, nous avons créé un parti politique, nous aspirons au financement politique ». Des conditions sont posées. Des conditions qui incitent au regroupement. Désormais, vous ne pourrez plus avoir un député simplement en rassemblant toutes les personnes de votre circonscription et d'avoir toutes les voix de votre circonscription. Même si vous avez l'ensemble des voix de votre circonscription, vous ne serez pas déclaré élu si l'ensemble de ces voix ne fait pas 10% au plan national. Cela est une nouveauté qui est introduite dans notre système électoral qui obligera les partis au regroupement. Ça veut dire que ce sont les grands ensembles désormais qui auront la possibilité d'avoir des élus, et ce sont ces grands ensembles qui auront la possibilité d'avoir accès au financement des partis politiques. Et une deuxième condition, il ne suffira pas d'essayer d'avoir tous les députés de Cotonou et de prétendre avoir la plus grosse part du financement. C'est également réparti en fonction de la territorialité, c'est-à-dire de faire en sorte que l'unité nationale soit assurée. Alors, les voix critiques qui se font entendre depuis que le projet de modification de la Constitution est au Parlement évoquent le nouvel article 35
qui stipule que sont interdits les actes, les manifestations, les meetings de remerciement, les marches de soutien, les affichages de portraits des chefs d'État dans les lieux publics et tout ce qui concourt au culte de la personnalité. Certains Béninois estiment que ce n'est pas nécessaire de trouver une place à ça dans la Constitution, que c'est une manière de surcharger la Constitution. Vous savez, nous ne disons pas que nous avons le test le plus parfait au monde. C'est à l'image de l'humain. Toute œuvre humaine peut comporter des erreurs. Mais enfin, la question que j'aimerais vous poser, je n'ai pas le droit de vous poser des questions, et que je dois me poser, voulons-nous que nos ressources servent à cela? Est-ce que les Béninois veulent que nous utilisions nos ressources pendant qu'on a faim, qu'on a des problèmes de santé, qu'on a des problèmes d'éducation, que nous utilisons des milliards de francs à afficher, comment dire, à faire des affiches du chef de l'État et à les mettre partout? Voulons-nous continuer à le faire? C'est la question que je me pose. À mon avis, les Béninois ne veulent plus cela. Qui peut nous dire combien ça nous a coûté, ce culte de la personnalité? Qui nous dira aujourd'hui combien de milliards nous avons dépensé dans cela? Et combien de temps, au-delà de l'argent, le temps que nous mettons à faire cela? Ce temps est perdu pour le développement. L'argent est perdu pour le développement. Toute la stratégie que l'on met en œuvre, les boîtes de communication, qui au lieu de réfléchir pour nous sur la stratégie de communication pour le développement, devront réfléchir sur la stratégie de communication pour le chef de l'État, pour son image. Est-ce que nous voulons, est-ce que les Béninois veulent que nos ressources, notre temps et nos stratèges politiques puissent utiliser leur temps et nos ressources à faire cela? C'est ça la grande question. Si c'est cela, si les Béninois disent oui, alors laissons. Parce qu'il arrivera quand même, dans ce mandat unique, que quelqu'un vienne et que ça lui prenne l'envie de se voir tous les jours, à tous les carrefours, d'utiliser une partie des ressources parce que ce n'est pas interdit. L'article 90 contenu dans le test que propose le gouvernement du président Patrice Talon aux Béninois donne la possibilité à un député de retrouver son siège au Parlement à la fin de l'exercice d'une fonction d'incompatibilité avec le mandat de député. Là, ça... C'est une révolution. Vous l'appelez révolution, mais c'est une innovation. C'est une innovation que certains Béninois pensent susceptible de créer beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres tensions au sein des partis politiques. Parce qu'on se dit, un député qui est nommé ministre, il va exercer ses fonctions de ministre avec tous les avantages que cela contient. Un chômeur au sein du parti qui était son suppléant a peut-être l'occasion d'aller siéger et d'avoir aussi quelques avantages. Quand lui, il finit d'être ministre, il revient au Parlement pour en quelque sorte renvoyer l'autre à la maison. C'est comme si on veut instaurer un système de tout pour moi, rien pour les autres. Non, c'est pas nouveau, monsieur Odio, c'est pas nouveau. Vous allez au Ghana, en France, partout c'est comme ça se fait. En réalité, nous étions comme une exception. Ça se fait comme ça, ça se fait comme ça. En général, nous n'inventons rien. Ce système de retour du titulaire au Parlement est une pratique parlementaire vieille qui se fait dans toutes les démocraties. Ça se fait comme ça. Ça va bouleverser les calculs politiques au Bénin. Probablement parce qu'en 27 années, nous avons fait autrement. Et donc, nous sommes habitués à un système autre que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, je vous le rassure, allez au Ghana, vous avez dans le gouvernement ghanéen une cinquantaine de ministres qui sont députés. Vous savez qu'au Ghana, il y a 110 ministres à peu près qui participent au Conseil des ministres. Et des 110, il y en a une cinquantaine qui sont des députés. S'ils quittent le gouvernement, ils retourneront à leur poste au Parlement. Donc ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas nouveau. Nous ne créons pas et n'inventons rien de nouveau. Mais enfin, l'analyse qu'il faut en faire est de savoir, voyez-vous, le député qui se présente, le titulaire qui se présente, les populations votent pour qui? Pour le titulaire, n'est-ce pas?
c'est lui qui présente le programme qu'il veut mettre en œuvre, les idées forces qu'il veut mettre en œuvre et qui amène la population à voter pour lui. Pour le suppléant aussi. Oui, mais principalement On peut pour ne le pas titulaire. voter pour un titulaire s'il choisit mal son suppléant. Si le suppléant Mais qu'il a c'est choisi d'abord- n'est pas de bonne moralité, n'a pas fait preuve de militantisme au sein du D'accord. parti. Oui, mais en général, on ne vote pas pour le suppléant. On vote pour le titulaire d'abord. Parce que si vous votez pour le suppléant, il faut que le titulaire quitte d'abord avant que le suppléant ne vienne. Vous ne pouvez pas voter pour le suppléant directement, non. Vous votez pour le titulaire. Parce que vous savez que si ça passe, c'est lui qui sera à l'Assemblée nationale. Et qu'il passera les 4 années à l'Assemblée nationale. Dans la nouvelle constitution, les 6 années. C'est seulement si il était appelé à d'autres fonctions que le suppléant va venir. Vous le savez avant de déposer votre vote. Donc vous ne pouvez pas dire qu'en déposant votre vote, vous êtes en train de voter pour le suppléant pour qu'il siège. Vous ne savez pas s'il siégera. Il ne siégera qu'à condition que l'autre soit appelé ou par malheur disparaisse. Et quand vous votez, vous ne votez pas pour la disparition du titulaire. Quand vous votez, vous ne votez pas pour... non. Donc, pas de façon normale, lorsque nous votons, nous savons pour qui nous votons. Nous savons que c'est telle personne qui nous représentera à l'Assemblée nationale. Donc, il est quand même... C'est une justice faite que cette personne qui est appelée temporairement à une fonction de ministre ou d'autre chose, de façon temporaire, puisse retrouver son mandat à son retour. C'est une pratique parlementaire qui existe ailleurs qu'au Bénin et que celui pour qui on a voté puisse exercer son mandat jusqu'à la fin. Il appartiendra au parti de décider à la prochaine élection de le remplacer par le titulaire en disant, bon, c'est un parti, vous savez, dans certains pays, à cause de cela, les gens instaurent les limitations de leur propre mandat au sein de leur parti. Le parti peut dire, les suppléants, après 2 mandats, ou après 1 mandat, ou après 3 mandats, les suppléants pourront prendre la place des titulaires, de manière à ce que ce soit organisé à l'interne des partis. Et cela, ça se fait dans plusieurs pays déjà. Mais nous nous étions habitués à autre chose. On nous ramène maintenant à la bonne pratique parlementaire qui se fait partout ailleurs. Alors, en quoi les innovations proposées par le gouvernement de Patrice Talon à notre constitution participent-elles du renforcement du système de lutte contre l'impunité dans notre pays? Ah oui, ça c'est une question importante. Vous remarquerez déjà que l'indépendance de la justice participe déjà à la lutte contre la corruption. Voyez-vous, pourquoi le président Patrice Talon insistant sur les réformes institutionnelles, constitutionnelles? D'aucuns ont déjà dit et écrit que, alors que le peuple a faim, alors qu'on a des problèmes de santé, il se préoccupe de faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mais tout est lié. Sans les réformes institutionnelles, quel investisseur vous voulez qui vienne investir au Bénin? Lorsqu'un investisseur n'a pas l'assurance que lorsqu'il investit son argent au Bénin, qu'il met ses milliards au Bénin, et en cas de conflit, il y aurait une justice indépendante, impartiale, pour lui donner raison s'il avait raison, et qu'il pourrait profiter de cette décision, que cette décision serait mise en œuvre, il ne viendra pas. C'est la raison fondamentale pour laquelle le président insiste sur la réforme institutionnelle et constitutionnelle. Parce que sans ces réformes, les 9 000 milliards qu'il veut attirer au Bénin, il ne pourra pas les avoir. Il faut que l'investisseur thaïlandais, chinois, américain, français, londonien, qui a son argent d'Arabie Saoudite et d'ailleurs, qui a ces milliards, qui veut investir au Bénin, puisse être garanti de ce que son investissement est sécurisé par la justice. Et qu'en cas de conflit, il pourra aller devant une instance juridictionnelle et que s'il gagne, on n'entendra pas à quoi dans un passé récent, je n'appliquerai jamais telle décision. Vous pensez que les gens vont investir dans un pays comme ça? Et donc, le premier atout de cette réforme, c'est cette indépendance de la justice qui fait que l'exécutif n'a plus sa main dans le judiciaire. Permettre aux tribunaux, permettre aux juges de désigner leurs responsables, de s'organiser au sein du Conseil supérieur de la magistrature et de travailler de manière indépendante à protéger l'investisseur. Ensuite, la Cour des comptes.
Nous aurons maintenant l'avènement de la Cour des comptes qui est d'ailleurs décentralisée dans les départements. De manière à ce que... À travers les cours régionales des comptes. Hein. Les cours régionaux de comptes. De manière à ce que la reddition des comptes puisse être faite désormais. Tous ceux qui dépensent les deniers publics, tous ceux qui gèrent les deniers publics, puissent avoir des comptes à rendre au peuple devant cette juridiction qui a le rôle de contrôler la gestion des deniers publics. Cela va contribuer énormément à la lutte contre la corruption. Et donc, dans cette réforme qui est faite actuellement, si elle est mise en œuvre, nos sous, l'argent public sera beaucoup plus sécurisé. Le gestionnaire de l'argent public aura beaucoup plus de peur et de crainte. Et enfin, la Haute Cour de justice, c'est bien cela, la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice devient aujourd'hui une institution ad hoc. Elle ne va plus être une institution budgétivore pour l'État béninois. Il ne s'agira pas de désigner les juges pour tout le mandat. Qu'il y ait dossier ou pas dossier, qu'il soit à la charge de l'État. Non. Elle ne se réunira qu'à l'occasion des dossiers. Et donc, ce sera une cour ad hoc. Et cette fois-ci, les juges ne seront plus, les politiques n'entreront plus dans cette juridiction. Ce sera composé uniquement des conseillers de la Cour suprême et 3 de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous, cette juridiction désormais, où on a allégé les procédures pour sa saisine, afin qu'elle puisse fonctionner normalement, va permettre aux ministres, aux chefs de l'État également, d'être maintenant des personnes justiciables, d'avoir la peur de ce qu'ils peuvent être attraits devant cette juridiction plus rapidement qu'avant. Aujourd'hui, les procédures sont allégées. C'est fait de manière à ce que le ministre, le chef de l'État, tous les gestionnaires de crédit qui gèrent l'argent public puissent être appelés à répondre de leurs actes devant cette juridiction. Auparavant, ce n'était pas le cas. C'était beaucoup plus difficile. Au même moment, l'article 137, contenu dans le projet de loi modificative de la Constitution, dit que la garde à vue et la détention provisoire sont interdites pour les ministres en fonction, et même la garde à vue et la détention provisoire sont interdites pour les ministres qui ne sont plus en fonction pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Selon certains Béninois, ça fait trop de protection pour des ministres qui, en principe, devraient être traités comme de simples citoyens lorsqu'ils finissent leur mission, leur fonction ministérielle. Au fond, on aurait même... C'est de droit, en fait, c'est de droit. Même si on n'écrivait pas dans la Constitution, c'est de droit. Voyez-vous, la garde à vue, la détention provisoire, c'est une exception. C'est pour les personnes qui n'ont pas de garantie de représentativité. Ce n'est pas pour vous, monsieur Ojo. Encore moins pour un ministre qui a une garantie de représentativité. Oh, la détention provisoire est une exception. Il faut que les Béninois le sachent d'abord. Donc, si vous et moi, qu'on peut considérer comme des personnes ayant des garanties de représentativité, donc, pas besoin de les mettre en détention provisoire, encore plus pour un ministre qui a une garantie de représentativité. Donc, il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Il n'y a rien de particulier qu'on a fait. On a juste défoncé une porte ouverte. On a juste empêché l'excès de zèle d'un officier, d'un commissaire, d'un officier de police judiciaire, qui peut, par vengeance, par animosité, pour humilier un ministre, un ancien ministre, ou humilier un ancien ministre, décider de le garder à vue, de le mettre en... c'est tout ce qu'on a voulu faire. Sinon, dans la pratique ordinaire de la justice, un ministre, un ancien ministre, n'a pas besoin de détention provisoire. C'est une exception. Il a des garanties de représentativité qui le protègent contre cette détention provisoire. Ça, c'est un principe général de droit. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, mais je pense que le gouvernement a voulu éviter les excès de zèle, les vengeances de certains officiers qui seraient amenés à vouloir se venger d'anciens patrons
qui les aurait dirigés et dont il ne serait pas content parce qu'il aurait pris des décisions à leur encontre, il aurait pris des sanctions à leur encontre. Et donc, c'est l'heure de vengeance. Voilà, devenu ancien ministre, lui devenu commissaire entre-temps, se retrouve devant lui, on l'accuse de quelque chose, il va à l'excès, il le met en garde à vue et il abuse de son pouvoir parce qu'il se retrouve maintenant être celui qui est. C'est simplement cela. Même un ancien président de la République ne peut pas être interpellé par un juge qu'avec l'autorisation du président de la Cour d'appel. Alors, à ce niveau aussi, on pense que quand on a fini son mandat présidentiel, quand on a fini sa mission républicaine à la tête de l'État, on n'est pas un intouchable. On n'est pas insusceptible d'être interpellé. On peut avoir à aller s'expliquer devant un juge de tel ou tel autre fait. Vous savez, M. Odio, la différence entre un ancien chef d'État et vous et moi, c'est qu'un ancien chef d'État a eu l'occasion de prendre des décisions douloureuses, de faire des mécontents. Mais vous et moi, nous sommes citoyens et nous n'avons rien à voir avec personne. Mais l'ancien chef d'État qui a fait 5 ans au pouvoir est amené à casser à Djegoulé. L'ancien chef d'État qui a fait 5 ans au pouvoir est amené à libérer de force les espaces publics. L'ancien chef d'État est amené à emprisonner ceux qui se permettent de faire des choses contre la loi. Est amené à prendre des décisions pour dire « je supprime », de supprimer des avantages pour des fonctionnaires. Lorsqu'on a fait cela pendant 5 ans et qu'on est devenu ancien chef d'État, vous ne croyez pas qu'on est susceptible de vengeance, d'animosité, de personnes qui se retrouvaient dans des positions où elles pensent déverser maintenant leur vengeance sur l'ancien chef de l'État? C'est pour ça que l'ancien chef d'État, pendant qu'il est chef d'État ou pendant qu'il était chef d'État, devrait penser à tout ça. Donc il ne doit pas agir. Il ne doit pas casser à Djegoulé. Il ne doit pas libérer les espaces publics. Il ne doit rien faire. Parce qu'après son mandat, il ne faut pas que les gens se vengent. Nous ne pouvons pas, M. Odio, être dans ce système. Ce n'est pas acceptable. L'ancien chef d'État doit agir conformément à la loi. Il doit prendre des décisions douloureuses. Il doit les assumer. Mais une fois devenu ancien chef d'État, les fonctionnaires continuent d'être en poste, continuent d'évoluer dans leur carrière. Lorsque quelqu'un qui a été sanctionné entre-temps parce qu'il a mal fait, lorsque quelqu'un qui a été, c'est pas moi, déplacé de son poste, affecté, il n'est pas content. Il se retrouve à une position. L'ancien chef d'État est devenu un citoyen normal. Mais quand même, ce qui est dit dans la Constitution, M. Ojo, on a dit avec l'autorisation du président de la Cour d'appel, mais que le président de la Cour d'appel donne l'autorisation. Est-ce que quelqu'un empêche le président de l'appel de donner l'autorisation? Donc, il y a possibilité de l'arrêter, de l'interpeller. Donc, il n'y a pas de problème. Il suffit que le président de la Cour d'appel donne l'autorisation et ce sera fait. Le Bénin aspire à une... C'est juste, attendez, c'est juste pour que la décision du premier juge soit appréciée par un autre. Nous ne rentrons pas dans des systèmes de vengeance, de règlement de compte. Alors, nous voulons une constitution moderne parce que nous voulons construire un État moderne. C'est un discours qui est souvent entendu. Dans les États qu'on peut considérer comme des républiques modernes, pour interpeller un ancien président de la République, on n'a pas besoin d'un mécanisme aussi lourd. Mais il y a des mécanismes aussi dans ces pays, ne le dites pas comme ça. Vous n'avez pas la possibilité d'interpeller le chef de l'État français, comme l'ancien chef de l'État français comme ça, c'est pas vrai. Vous avez vu ces derniers temps, François Fillon, malgré tout ce qu'on lui reproche, a décidé de ne pas se présenter devant le juge. Ça lui est permis. Il a envoyé ses avocats. Et bien, il n'y a pas eu tollé. Il a le droit de le faire, de ne pas y aller. Et il le fait. Donc, voyez-vous, je vous ai expliqué le contexte, et vous êtes d'accord avec moi qu'il faut également éviter des situations d'animosité qui amènent à la vengeance. Et de mettre une double appréciation, un double degré d'appréciation. C'est comme ça il faut l'appeler. N'est que justice. Pour que le seul individu, au moment de prendre la décision d'interpeller le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, sa décision soit appréciée à un double niveau de juridiction pour qu'on puisse lui assurer la garantie
Alors, de la justice, la pleine justice. sur cette question, quand vous étiez en train de donner un exemple en France, puisque vous avez parlé de François Fillon, je m'attendais à ce que vous parliez de l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, Oui, qui à bien plusieurs sûr. reprises a eu à répondre à des interpellations des juges, à des Oui. convocations des juges. Bien sûr. Voilà, ça, par exemple, ça devrait faire réfléchir ceux qui sont aux affaires que quand ils vont finir leur mission républicaine, leur fonction présidentielle, ils ne sont pas intouchables. Mais bien sûr, c'est ce qui est écrit dans la Constitution, ils ne sont pas intouchables. Oui. Nul n'a dit que l'ancien chef d'État, dès le lendemain de la fin de son mandat, il devient comme il est justiciable devant les juridictions de droit commun. C'est ce qui est écrit. Mais les faits pour lesquels on veut l'interroger par rapport à sa fonction, on l'encadre cela. On a décidé de l'encadrer. Non, ça peut ne pas être par rapport à sa fonction, ça Oui. peut être pour des faits antérieurs à sa fonction, À sa fonction. ça peut être aussi pour des faits qui n'ont rien à voir avec sa fonction. Absolument, Voilà. et je dis que le constituant, enfin le gouvernement, parce que là on n'a pas encore voté le nouveau texte, a voulu, je vous ai dit, je vous l'ai expliqué, a voulu que nous n'entrions pas dans des systèmes de vengeance. Vous savez, l'ancien chef de l'État, vous savez, avec le développement des réseaux sociaux aujourd'hui, il s'invente tous les jours des choses sur les gens. Je pense que vous, M. Odio, vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui des réseaux sociaux. Demain, on peut vous afficher des choses sur vous qui sont totalement fausses, qui ne sont pas du tout vraies. Alors, que des événements comme ça, avec le développement de la technologie et de l'information aujourd'hui, les réseaux sociaux, puissent amener à soupçonner un ancien chef d'État ou un ancien dirigeant d'avoir commis un délit ou un crime, et que celui qui est en fonction, qui doit débattre de cela, ne prenne pas les garanties, parce que voilà l'ancien chef d'État avec qui il a eu maille à partir. Entre-temps, quand il était en fonction, qu'il prenne des décisions injustes, on a simplement décidé que sa décision soit appréciée par le président de la Cour d'appel. Il n'y a pas encore de protection spéciale. D'accord, merci. Nous Il y a allons avancer. simplement qu'il faut faire en J'espère que sorte... vos arguments, en fait, il s'agit des critiques qui sont faites par rapport au test. Oui, oui, nous devons expliquer. Nous devons des expliquer. inquiétudes qui sont exprimées dans l'opinion, et c'est important pour vous que nous pouvons considérer comme partisans de la révision de la Constitution, de présenter quand même certains arguments et de donner les garanties à ceux qui sont inquiets. Nous allons avancer maintenant. Une autre critique. Le président de la République, avec la Constitution modifiée, si on y arrivait, a la possibilité de ratifier des accords de financement et d'en rendre compte dans un délai de 90 jours à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette disposition rassure les bailleurs de fonds, ceux qui nous font des prêts? Bien entendu, ça rassure. C'est le président de la République qui va négocier des prêts. C'est encore lui qui ratifie les accords de financement relatifs à ces prêts. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enlever une prérogative importante à l'Assemblée nationale? Non, voyez-vous, encore une fois, vous me direz que je compare, mais on n'est pas les premiers à le faire. En Côte d'Ivoire, ça se fait déjà, et le Parlement a donné... Et ça marche correctement? Mais oui, parce que le président de la République ivoirienne, à un moment donné, a eu besoin d'aller vite. La procédure parlementaire, elle est longue. Elle est longue, et vous savez, ça nous fait perdre beaucoup de financement. Il y a beaucoup de financements que nous perdons parce que nous n'arrivons pas à ratifier à temps. Au point où, dans les accords de financement actuellement, les bailleurs de fonds mettent des délais. Au-delà de tels délais, bon, le financement n'est plus garanti, ça tombe. Et nous avons eu, si vous vous rapprochez du ministère des Finances, vous allez remarquer que nous avons perdu énormément de fonds parce que nous n'avons pas ratifié à temps les accords de crédit qui nous sont faits. Vous voyez un pays pauvre qui a besoin de financement. Vous voyez dans quel contexte nous sommes aujourd'hui avec le PAG, 9 000 milliards dont nous avons besoin. Si, parce que le délai et la procédure de ratification des accords de prêt tels que nous le faisons actuellement devraient nous amener à perdre énormément de fonds, nous n'arriverons pas aux objectifs. Mais enfin, lisez bien l'article. Le Parlement n'est pas épargné. Il n'est pas dit que le président de la République va ratifier et que c'est terminé. Ça s'arrête là. Ça va être soumis au Parlement dans les 90 jours. Il va en rendre compte au Parlement. Mais je voudrais dire à votre attention de faire des recherches, puisque vous êtes des journalistes,
Est-ce que vous avez déjà vu des accords de prêt négociés par le gouvernement, rejetés par le Parlement? Au Bénin, je parle du cas du Bénin. Hein? En général, non. En général, non, parce que notre État, nous avons besoin de ces financements. Vous avez dit en général non. Oui. De toutes les façons, il faut finir parce que c'est la prochaine question que je vais vous poser. Allez-y. Oui, donc, je voudrais dire que ce n'est pas le plus grave danger que nous avons. Et dans tous les cas, lorsque ce sera soumis au Parlement, le Parlement pourra toujours se prononcer là-dessus, voyez-vous. Mais nous avons besoin aujourd'hui, pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, qui a énormément besoin de financement à l'extérieur, d'aller très vite, de ratifier rapidement les accords de financement pour que les programmes puissent se mettre en marche afin que nous puissions profiter de la générosité de certains partenaires qui veulent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme, dans l'exécution des grands projets qui ont été prévus pour le bonheur des populations. Et cela, nous avons voulu qu'on change un peu la procédure par rapport à l'ancienne qui nous amenait à perdre énormément de financement. Que le gouvernement, que le chef de l'État puisse ratifier ces accords et puisse en rendre compte au Parlement et que le débat ait lieu dans les 90 jours. Alors, tout ceci nous permettra, vous parliez de rassurer les bailleurs de fonds, ça les rassure. Si c'est notre Constitution qui le dit, ils sont rassurés. Parce que ce que les bailleurs de fonds recherchent, c'est que nous puissions être conformes, c'est qu'il soit garanti que ce qui a été fait a été fait conformément à nos tests, de manière à ce qu'ils soient protégés et qu'en cas de problème, ils puissent se prévaloir de ces garanties. Alors, les réserves qu'expriment certains Béninois par rapport au contenu de cet article, l'article 145 nouveau, ne sont pas nécessairement liés au mode de gestion du président actuel. Patrice Talon va faire son temps, il va partir. On connaîtra beaucoup d'autres présidents. C'est une disposition constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette disposition pour éviter les abus? On a vu dans ce pays le Parlement qui, bien sûr, n'a pas ratifié des accords de prêt, et un président de la République s'est permis de les adopter par ordonnance pour pouvoir aller plus vite, comme vous le dites. Et il a trouvé ses arguments. Ouais. Si dans l'avenir, le Bénin croise sur son chemin des présidents de ce type, vous imaginez tous les abus possibles auxquels on sera exposé avec cette disposition de la Constitution modifiée? Oui, mais il y a quand même des encadrements. Il y a des encadrements. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'article 168. Voyez-vous, l'article 168 de l'ancienne Constitution, oui, qui permettait au chef de l'État de passer outre, d'évoquer des conditions exceptionnelles pour pouvoir ratifier un accord, comme le président Yaïbouni a eu à le faire par le passé. Voyez-vous, lorsque il en arrive que le président de la République utilise l'article 168 pour ratifier des accords, les partenaires ne sont pas rassurés. Parce que c'est des pouvoirs exceptionnels. Ils ne sont pas rassurés dans ces conditions-là. Vous pourriez dire que le président de la République, le président Patrice Talon, pourrait utiliser ce canal. Mais ça ne rassure pas les partenaires. Parce que les partenaires estiment que la voie normale, qui est celle du Parlement, fixée par la Constitution, est celle qui leur donne la garantie. L'exception ne leur donne pas la garantie. Et donc cette voie n'est pas celle qui nous permettrait de mobiliser les 9 000 milliards. Par contre, pour revenir à ce que vous dites, les risques pour d'autres personnes, il y a toujours un risque. Oui, les abus le risque zéro n'existe pas, il y a toujours un risque. Mais vous aurez remarqué qu'on a dit, dans les 90 jours, le président doit en rendre compte. Mais le Parlement peut faire un vote. Le Parlement a toujours la possibilité. Donc, l'abus que celui qui sera au pouvoir aurait fait, sera soumis au Parlement, première chose. Mais avec la Cour des comptes aujourd'hui, il va rendre compte de sa gestion. Il va rendre compte. L'abus serait quoi? D'avoir ratifié un accord mauvais? Ou d'avoir mal dépensé l'argent? Non, d'avoir ratifié un accord de prêt pour obtenir un financement qui n'aurait servi à rien. Mais qui n'aurait servi à rien, il va rendre compte à la Cour des comptes, désormais. C'est encadré désormais. S'il utilise mal l'argent, la Cour des comptes est là aujourd'hui pour lui demander des comptes. Ou carrément pour financer un projet qui n'a pas d'impact réel sur le quotidien des populations en termes de développement, en termes de bien-être. Oui, mais je vous dis
que le Parlement à 90 jours, imaginez, bon, prenons un cas de figure. Le président ratifie, comme vous dites, un accord que vous dites mauvais, un accord qui n'est pas bon. Il rencontre au Parlement qui décide de faire un vote, supposons à la majorité ou des 3/4 pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'il demande au président de surseoir à cet accord. Vous croyez que le partenaire va continuer à envoyer l'argent? Le partenaire va dire, mais écoute, moi je ne veux plus te donner l'argent. Ton Parlement a dit non. Donc c'est encadré. Le partenaire ne continuerait pas parce que le Parlement se serait prononcé contre. Donc je ne vois pas le problème. Le risque zéro n'existe pas. Il y a certes un risque. Le président a ratifié un accord qui est très mauvais pour le pays. Le Parlement s'y oppose. Le partenaire n'en verra pas l'argent. En quoi la Constitution modifiée, si son avènement était effectif, permettrait-elle de booster le développement? Voilà, et ça c'est la question essentielle. C'est ce que nous devons discuter et expliquer aux populations. J'avais commencé un peu à le dire, pour dire... Que tout est lié, les Oui, tout est lié institutions. parce que les gens disent, ouais, mais maintenant qu'on a faim, maintenant qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela, ils s'occupent de la Constitution. Mais s'ils ne modifient pas la Constitution, s'ils ne rassurent pas les investisseurs, si la justice n'est pas indépendante, si nous n'avons pas l'équilibre des pouvoirs, comment voulez-vous que les investisseurs nous donnent de l'argent pour pouvoir régler les problèmes de faim que les gens veulent qu'on règle? Mais écoutez, c'est comme ça. C'est un système qui se tient. Et donc, la révision de la Constitution donnera au chef de l'État les moyens de sa politique en termes de ce que rassurer les investisseurs, les attirer davantage pour venir au Bénin, donner les moyens qu'il nous faut pour pouvoir acter le développement, faire les investissements qu'il faut et les rassurer de ce que leurs investissements sont dans un environnement sécurisé, garanti par une justice indépendante et qu'en cas de problème, ils pourraient toujours entrer dans leurs fonds. Cela, c'est comme ça que cela se tient. On ne peut pas penser que la réforme serait de dire, bon, on est au ministère de l'économie et des finances, on fait des réformes structurelles, on fait des réformes institutionnelles pour qu'on ait plus d'argent. Ce n'est pas vrai. On doit d'abord faire des réformes institutionnelles, des réformes constitutionnelles, de manière à rassurer l'investisseur. Ensuite, il a dit, vous l'avez suivi et vous l'avez dit tout à l'heure, faire la réforme de l'administration pour la rendre plus efficace. Tout cela se tient et nous permettrait d'avoir un environnement propice à l'investissement et au travail. Et les Béninois profiteront des fruits plus tard. Donc, l'important aujourd'hui, la base, la Constitution, c'est la base, c'est la fondation. Lorsqu'on veut construire une maison, on commence par la fondation. On ne construit pas une maison par le toit. Et on ne prépare pas, lorsque l'on veut manger un repas, on le prépare d'abord. Vous ne pouvez pas vouloir manger le repas et le manger sans le préparer. Vous mettez la viande et vous voulez la manger tout de suite. Vous devez d'abord préparer. La viande doit être cuite. Pendant ce temps, vous avez faim. Vous avez mal. Mais vous devez attendre que ce soit cuit. Et c'est une fois que c'est cuit, on vous servira. Vous allez manger. Vous allez oublier votre faim d'hier. Donc, la Constitution, c'est la fondation. Si nous ne solidifions pas la Constitution, si nous ne renforçons pas la Constitution, toutes les autres réformes vont s'écrouler. Parce que nous aurons des institutions faibles. Nous aurons, c'est un peu comme dans une construction, les poteaux ne sont pas suffisants pour soutenir la dalle. La dalle sera trop lourde, elle va s'écrouler. Aujourd'hui, la dalle, c'est quoi? C'est l'exécutif, c'est le judiciaire, c'est le législatif, c'est les contre-pouvoirs qui doivent être les soutiens énormes de la dalle, de la construction économique, la transformation de l'économie que nous voulons faire, de manière à ce que ça se tienne, l'équilibre de toutes ces forces-là, et que nous puissions construire d'autres étages sur cette fondation. Selon Urbain Amegbedi, ou je dirais tout simplement, vous en tant que citoyen, compte tenu du contexte politique actuel, quel est le scénario de modification de la Constitution que vous aurez souhaité que le projet, une fois soumis au vote des parlementaires, soit adopté à une majorité des 3/4 ou des 4/5? Qu'est-ce qui est probable et qu'est-ce que vous voulez, vous, personnellement, en tant que citoyen? Vous savez, ce que je veux ne compte pas. Ce que moi, Urbain Amegbedi, je pourrais vouloir, ce n'est pas ça qui compte.
Mais ce que nous voulons aujourd'hui, qu'est-ce que veut le peuple béninois? Le peuple béninois, c'est manger à sa Non, faim. ne parlez pas la Je viens. béninois. Je reviendrai là-dessus. Ahmed Bédi, J'en viens. voilà. C'est difficile de parler au nom de 10 millions de personnes. J'en viens. Patientez-vous, j'en viens exactement à ce que vous avez dit. Ne vous inquiétez pas. Donc, je disais tantôt que ce que je pense personnellement ne compte pas. Je ne suis qu'un individu parmi les 10 millions que nous sommes. Mais c'est ce que pense la population et ce que pensent les parlementaires. Et ce que nous devons faire, c'est d'expliquer, et nous commençons déjà par le faire, d'expliquer le contenu de ce projet, pour que tout le monde comprenne que ce projet n'est pas antidémocratique, comme certains voudraient le faire croire. Que ce projet n'est pas un déséquilibre des pouvoirs, comme certains voudraient le faire croire. Il y a certains petits malins qui veulent nous faire croire que cette modification est nuisible pour la démocratie. Ce n'est pas vrai. Soyons cohérents et soyons sincères. C'est dommageable pour l'intellectuel que nous sommes parfois d'aller dans des excès. Voyez-vous? Donc, ce qui est important, vous ne voulez pas les empêcher de faire la politique. Pas du tout. Pas du tout. C'est leur droit et ils peuvent le faire, mais qui nous permettent également de pouvoir dire qu'il y a, dans ce qu'ils sont en train de dire, un peu de mesquinerie et de méchanceté, qui nous permettent de le dire également. Donc, il faut vous dire que ce que nous souhaitons, c'est que les parlementaires puissent discuter amplement de projets. Ils sont libres qu'ils puissent le discuter, le disséquer, faire le débat au Parlement, que cela ait lieu. Et que pendant ce temps, le débat ait lieu également dans la population. J'ai entendu des gens qui disent qu'ils vont manifester au Parlement, mais qu'ils le fassent, mon Dieu. J'ai, dans une vie passée, moi-même manifesté au Parlement pour bloquer une révision opportuniste de la Constitution. En ce moment, nous craignons un troisième mandat. En ce moment, on ne parlait pas de l'élection du président de la Cour suprême. En ce moment, on ne parlait pas de l'élection du président de la RAC. En ce moment, on ne parlait pas de la désignation par les pairs à la Cour constitutionnelle. Mais on nous parlait que c'est encore le président qui va désigner tous ces présidents-là. Que c'est le président qui va désigner. Et nous disions non. Ce que nous, on voulait à l'époque, c'est que les présidents, comme le président Talon nous l'a proposé aujourd'hui, nous sommes en phase avec ça, que l'exécutif ne s'immisce pas dans les autres pouvoirs. Donc, ce que nous voulons, c'est que le débat ait lieu et à l'Assemblée et dans la population. Mais qu'au finish, un vote se fasse à l'Assemblée. C'est à l'Assemblée de décider. Si l'Assemblée estime les honorables députés, et je sais qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils nous suivent, et qu'ils ne se laissent pas influencer par personne, et qu'ils ont également leur point de vue sur là. Si après les débats, dans leur groupe parlementaire, au sein de l'hémicycle, ils estiment qu'il faut deux votes, je vous le précise. Il y a le vote pour la prise en compte et le vote définitif. Il y a deux votes. Les parlementaires devront voter 2 fois. Nous souhaitons que très rapidement, c'est-à-dire au terme de la présente session extraordinaire qui est en cours ou qui est terminée, qu'ils puissent ouvrir rapidement une nouvelle session extraordinaire pour prendre en compte le projet. Parce que pour être discuté, il faut que le projet soit pris en compte par un vote des parlementaires. Et c'est le premier vote. Et qu'ensuite, qu'après les débats et tout ce qu'on pourrait dire, la commission et tout, que les députés, en leur âme et conscience, fassent un vote. S'ils font un vote au 4/5e, ils ont aussi le droit d'amendement. Personne n'a dénié aux députés le droit d'amendement. Et que, après leurs amendements, leurs observations et tout, qu'ils décident de voter au 4/5e, cela veut dire que les députés, dans leur majorité, estiment qu'il n'est pas nécessaire de faire un référendum. Et c'est votre souhait? Mon souhait ne compte pas. Mais s'ils décident un vote qui est en deçà des 4/5e, nous irons au référendum. Et ce sera leur décision. Je ne suis pas parlementaire. Et donc, il reviendra donc aux députés, après les débats, après avoir pris en considération le projet, de décider de le voter sans référendum ou avec référendum. Et nous nous soumettrons à la décision des députés. Personnellement, je me soumettrai à la décision. Si les députés demandent qu'il y ait un référendum, je me mettrai sur le terrain pour expliquer, afin que nous gagnions le référendum. Mais si les députés décident qu'il n'y aura pas de référendum, quel pouvoir moi j'ai pour les en empêcher? Le parti Alternative Citoyenne qui est représenté au Parlement, dont vous êtes membre, va se battre pour que quel scénario Vous savez, se réalise. Ce projet est un bon projet parce que ça rencontre notre adhésion. Et je voudrais dire à tous les Béninois que moi, je suis conforme et cohérent avec moi-même. Il y a quelques années, j'ai lutté contre la révision de la Constitution parce que nous demandions justement
que le président de la République, l'ex-président Yahya Boni, se délaisse d'une partie de ses pouvoirs au profit des pouvoirs. Bon, je pense que c'était refusé. Dit, oui. Et c'était refusé. Oui. Et nous avons lutté contre. Aujourd'hui, on nous concède ça. Alors pourquoi ne pas accepter? Et donc le parti que je représente, nous sommes partisans de ce projet. Nous soutenons ce projet parce qu'il comporte des avancées énormes pour notre démocratie. Et si les parlementaires nous écoutaient et qu'ils le votaient à la majorité des 4/5e, pourquoi pas? Donc, c'est ça le désir du Parti Alternative Citoyenne. Donc, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, d'accord. Je pense que vous êtes bien compris. Votre conclusion? Ah, oh là là. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour ce débat que nous avons eu. Je voudrais rassurer l'ensemble des Béninois que le débat sur la Constitution se fera. Le débat se fait déjà et que nous l'avons entamé et que nous sommes ouverts à toute discussion sur l'ensemble des articles de la Constitution. Dans les campagnes, dans les ateliers, le débat se fera. Que les gens n'aient pas crainte et que la rumeur qui consiste à dire qu'on a exclu le peuple, c'est faux. Le peuple est actuellement en train de discuter du test, mais il fallait respecter les formes. Le président de la République ne pouvait pas envoyer la Constitution, le projet de Constitution dans la population par irrespect pour les députés. Et que nous allions débattre de cela alors que ceux qui doivent faire le vote n'ont pas eu la quintessence du projet. Et donc, de l'envoyer aux députés ne signifie pas que le débat est arrêté. Bien au contraire, que nous sommes en train de faire le débat. Je voudrais dire, et regarder dans votre caméra pour dire que nous puissions, aux honorables députés qui nous représentent, qu'ensemble avec eux, nous avons travaillé à expliquer et à comprendre l'ensemble des articles de ce projet. Et qu'une fois compris, nous souhaitons qu'ils puissent se prononcer en toute responsabilité sur ce projet pour donner au gouvernement les moyens de sa politique afin que ce mandat que nous avons voulu, un mandat de transition, puisse se dérouler normalement et nous apporter les fruits de ce que nous aurons semé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Urbain Amegbedi, deuxième vice-président du Parti Alternative Citoyenne, d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Ma part des vérités de ce dimanche. Le débat sur la modification de la Constitution ne fait que commencer. Il y aura beaucoup d'autres émissions sur le sujet. L'émission d'aujourd'hui a consisté tout simplement à faire le lien entre ce que Patrice Talon disait en août 2015, le 17 août 2015, et ce qui est contenu dans le projet de loi modifiant la Constitution qui est envoyé au Parlement. Il a été question en août 2015 de vouloir rééquilibrer les pouvoirs entre les différentes institutions de la République, instaurer une réelle indépendance entre le pouvoir exécutif, entre certaines institutions de la République et le pouvoir exécutif, instaurer une réelle indépendance entre la justice et la presse et le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, il revient tout simplement aux Béninois de prendre connaissance du contenu du test qui est proposé pour savoir si ce qui a été promis et en août 2015 et pendant la campagne est conforme avec ce qui se trouve aujourd'hui sur la table des parlementaires. C'est la fin de cette émission, Ma part des vérités, que nous vous remercions d'avoir suivi, passé une belle suite de la journée dominicale en compagnie des programmes de Golf TV Africa et de Golf FM Africa. Portez-vous bien. Les lundis sur Golf TV Africa à partir de 21h, suivez Sport Actualité. Sport Actualité, ce sont 52 minutes de nouvelles en matière de sport. Prenez donc le rendez-vous.
Suivez tous les soirs à partir de 20h30 sur Gulf TV Africa des documentaires, des magazines, des enquêtes, des analyses ou encore des émissions. La tranche 20h30-21h est aussi la vôtre. Vous pouvez la solliciter pour faire réaliser et diffuser en direct une émission ou un entretien à votre demande. Gulf TV Africa, priorité au direct.